Quand Tom et Chris étaient tous les deux en 2008 pour collaborer sur un petit projet perso en un week-end, ils étaient très loin de s'imaginer que leur projet allait devenir bien plus grand que ce qu'ils ont pensé. Ce projet va définitivement transformer la manière dont on écrit du code, mais surtout comment les développeurs collaborent. Cette petite idée, c'est GitHub. En l'espace de 10 ans, GitHub s'est incrusté dans la vie de la majorité des développeurs et il n'a pas juste rendu la création d'applications plus simple, il a changé la manière dont les développeurs pensent la programmation. Cette entreprise s'est imposée comme un leader super rapidement en résolvant un des plus gros problèmes que Git avait à l'époque. On peut dire qu'ils ont créé le SaaS le plus populaire et le plus successful dans le monde du développement. C'est aussi pour ça que GitHub a été une acquisition très intéressante pour Microsoft, qui l'a racheté pour simplement 7,5 milliards de dollars. Dans cette vidéo, on va se plonger dans l'histoire de GitHub et comment ils ont réussi à dominer le marché. Pour comprendre pourquoi GitHub a été si intéressant, il faut retourner dans le passé pour savoir qu'est-ce qui se passait avant cette application. Quand je parle de code, on pense aux ordinateurs et quand on parle de ça, on pense à Steve Jobs ou Bill Gates qui sont devenus les noms les plus importants de la révolution des ordinateurs personnels. Mais il y a une personne qu'il ne faut pas oublier, c'est Linus Torvalds, qui est sûrement un des meilleurs ingénieurs du monde qui a créé Linux. Depuis sa sortie en 1991, Linux a challengé Windows et macOS en offrant un système flexible, sécurisé, open source et qui était parfait pour les geeks qui ont envie de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent sur leur ordinateur. Avoir créé un système complet aurait pu être suffisant, mais pour Linus Torvalds, ce n'était pas du tout assez. En 2005, Linus sort discrètement Git, un outil qui permet de gérer les versions de ton code. Ce genre d'outil permet de traquer les différentes modifications apportées à ta codebase avec le temps, un peu comme des snapshots. Mais surtout, il permet une collaboration entre les développeurs avec tout un système de forks et de branches. Mais s'il l'a sorti en 2005 et que Linux existait en 1991, comment il faisait avant? Eh ben, pour Linux, c'était l'enfer. En fait, il gérait toutes les modifications avec son adresse email. C'est-à-dire que si toi, tu avais envie de participer à Linux, tu faisais ton code, tu mettais ça dans un fichier zip et tu lui envoyais un mail. Donc autant dire qu'il n'a jamais atteint le inbox 0 et qu'il passait littéralement sa vie entière à refuser, accepter, répondre à des mails. C'était un vrai enfer. Il y avait aussi une autre solution, mais Linus était vraiment pas très fan de celle-ci, c'est SVN ou Subversion. C'est un projet open source qui permet de collaborer et de gérer les versions exactement comme Git. Mais ce système avait quelques problèmes, notamment leur système de permission. En gros, si toi tu voulais participer à un projet qui était sur SVN, tu devais demander la permission de modifier et de pouvoir coder sur chaque fichier, ce qui était extrêmement chiant et ça créait un gros problème pour l'open source, c'est que il n'y avait pas tout le monde qui pouvait participer au projet et par définition, ce n'était plus trop un projet open source s'il y a quelqu'un qui doit accepter ou refuser les différents codes proposés. Mais pour Git et SVN, le concept reste le même, c'est qu'il va y avoir un serveur quelque part qui comprend le code source. Pour participer à ce projet, que ce soit avec Git ou SVN, il faut connaître l'adresse de ce serveur pour pouvoir s'y connecter, récupérer le code sur ton ordi, faire ta modification et ensuite le proposer. Et il y avait un service qui permettait de publier son code qui est SourceForge. On va pas se mentir, il avait vraiment des gros problèmes. Déjà, je te montre la page d'accueil. Tu arrivais sur la page d'accueil et tu avais 1, 2, 3, 4, 5 pubs directement sur leur page. Autant te dire que c'était un enfer. Et en plus de ça, parce que voilà, l'UX était vraiment pas très bonne, tu galérais à trouver, mais il résolvait un des gros problèmes qui est en fait de pouvoir trouver des repositories open source. Parce que toi, en tant que développeur, tu as peut-être envie de participer à des projets open source et SourceForge était un outil qui permettait de trouver des projets open source sur lesquels tu pouvais collaborer. Mais quand Git est arrivé en 2005, il faut bien se rendre compte que c'est une vraie révolution dans le monde de l'informatique. Leur système de fork, de gestion des droits, etc. est beaucoup plus simple et en l'occurrence, SourceForge ne gère pas cet outil. Et Git possède de nombreux problèmes quand même. C'est déjà qu'il n'y a aucune marketplace entre guillemets comme SourceForge qui permette facilement de trouver les projets open source disponibles. Car si tu as envie de participer
participer à un projet, il faut trouver le site, trouver l'adresse du serveur pour pouvoir récupérer le code et ensuite pouvoir participer. Et ils avaient un problème avec ces serveurs, c'est que le seul moyen d'autoriser des gens à participer à ton code, c'était de créer un serveur Unix quelque part et ensuite de manuellement, avec le file system Linux, d'autoriser chaque personne individuellement à participer à ton code. Donc encore une fois, ça résolvait des problèmes de SVN, mais ça les résolvait pas d'une manière super simple et il y avait encore beaucoup de friction pour participer à du code qui utilisait Git. Et c'est là où GitHub intervient. Nos deux inventeurs travaillaient pour le site CNET qui utilisait Ruby on Rails. Et pendant qu'ils ont travaillé là-bas, ils ont voulu participer au projet Rails pour faire 2-3 corrections. Et comme tous les projets open source à l'époque, Rails était géré par une petite équipe sur un serveur Unix qui gérait ses droits comme je l'ai expliqué avant. Et du coup, pour participer à des projets open source, il était plus important d'être ami-ami avec ces fameux mainteneurs de code que être doué en code. Parce qu'il fallait les contacter, les convaincre que ta modification était utile, etc. etc. Alors que peut-être qu'il y a un gros crack qui a aucun ami et qui a envie de faire une méga feature sur Ruby on Rails. Mais bon, c'est quand même utile d'avoir ce genre de développeur parce que ça évite que Timothée, 14 ans, dans sa baignoire, te push un commit qui détruit la moitié de ta codebase. Donc, il y a des points positifs, mais il y a beaucoup de points négatifs qui empêchent la communauté de vraiment participer à ces projets. Et c'est durant un meet-up nommé I Can As Ruby que Tom et Chris, les deux fondateurs de GitHub, se rencontrent pour la première fois. Et malgré les limitations de l'outil qui faisaient qu'il n'était pas non plus ultra populaire à l'époque, les deux fondateurs, franchement, ils voient le potentiel de Git et ils trouvent ça génial. Jusqu'à ces petits problèmes que tout le monde a et qui empêchent l'adoption massive de cet outil. Et pendant leur discussion, ils discutent comme ça, ils disent « Oh, mais ça serait trop bien d'avoir une sorte d'endroit où on peut collaborer, proposer des modifications, ajouter du code, etc. Comme un Facebook, quoi. Un Facebook qui permettrait de coder en équipe. » Et c'est là où ils ont la première idée de GitHub en se disant « On a envie de créer le hub de Git. » Donc GitHub. J'ai fait un trait d'humour. Le démarche. Et là, ils ont l'idée. Autant dire que là, et GitHub. C'est à ce moment-là que les deux développeurs commencent à travailler sur la première version de GitHub, exactement le 19 octobre 2007 à 10h24 PST. Chris fait le premier commit de GitHub et changea la programmation pour toujours. Au départ, GitHub n'avait pas du tout envie d'être un outil qui allait rendre Chris et Tom millionnaires. Ils voulaient déjà créer GitHub pour eux-mêmes, pour pouvoir plus facilement contribuer à des projets, etc. et qui résolvent les problèmes qui empêchaient l'adoption massive de Git par la majorité des acteurs du marché. Et justement, ce problème qu'ils avaient, faut bien se rendre compte que tout le monde l'a, et donc ça offre quand même une opportunité assez immense pour GitHub, même si encore une fois, ils n'ont pas cette vision d'entrepreneur, de vouloir être multimillionnaire comme ils l'ont été. Et du coup, pendant quelques semaines, ils codent comme des fous. Tom, lui, il gère le design, l'UX, qu'est-ce qu'il nous faut comme feature, etc. Et Chris, il se focus sur l'implémentation de l'application en Ruby on Rails. Ils se voyaient tous les samedis pour définir les décisions à prendre et ils envoyaient du lourd pendant 3 semaines. Et après ces 3 semaines, donc c'est déjà super rapide pour créer ce genre d'outil, GitHub est disponible pour faire une private beta. Le moyen marketing qu'ils ont fait, c'est très simple. Ils ont pris tous leurs amis, ils ont pris leur adresse mail et ils ont envoyé « Salut mon ami, j'ai créé une application qui résout ce problème. Est-ce que tu peux tester? Ça va être super. Regarde. Je t'ai mis des accès, tout était gratuit, donc c'était assez cool. On est en 2008 ici, et la réponse, quelques mois plus tard, elle est super positive. La majorité des amis de Chris et Tom utilisent activement GitHub, du coup, ils créent GitHub Inc. Et à cette époque, GitHub en private beta, il est totalement gratuit. Jusqu'au jour où Tom et Chris reçoivent un message de Geoffrey Grossenbach, le fondateur de Pip Code, qui avait migré son code sur GitHub. Ce fondateur, il leur dit « Je stocke le code de ma société ici, je me sens pas à l'aise de ne pas vous payer. Puis-je simplement vous envoyer un chèque ?» Et ce genre de message, comme quoi les utilisateurs ont envie de payer, il revient de plus en plus. À ce moment-là, ils sortent leur pricing qui est vraiment très simple et c'est un des gros points forts de GitHub. Déjà, l'UX c'est génial, mais l'application reste gratuite. Du moment que ton projet est en public, ce sera gratuit pour toujours. C'est-à-dire que tous les projets open source, tous les projets des développeurs indépendants et tous les projets que n'importe qui peuvent être hostés sur GitHub de manière totalement gratuite à la seule condition qu'ils proposent le code public. Si tu souhaites avoir un code privé, tu paies.
Il faut savoir que les deux use cases sont totalement différents. On parle d'entreprises privées, on pourrait penser à Facebook, qui n'ont pas envie que leur code soit publié pour des raisons de sécurité et plein d'autres raisons, contrairement à des projets open source comme Rails ou comme le petit projet de Timothée à 14 ans dans sa bathroom, qui s'en fout et qui a envie juste d'hoster son code totalement gratuitement. C'est un pricing logique et cohérent, et du coup, les développeurs, comme toi et moi, commencent à utiliser GitHub pour stocker leurs différents projets perso. Et quand tu utilises GitHub, que tu trouves ça super, que tout marche parfaitement, que tu peux collaborer avec tes amis, que tu as des gens qui contribuent à ton code, dans ton job principal, eh ben, tu vas dire à ton entreprise, les gars, là, SVN, on va pas se mentir, ça pue, autant passer sur Git et GitHub, on va aller 2 fois plus vite, ça va être super et tout le monde sera comme ça. Et il faut savoir qu'à cette époque, il y a plein d'autres avantages à utiliser GitHub. Déjà, comme on l'a dit, l'UX est incroyable, mais ils ont déjà le système de pull request, de fork, etc. qui permettent vraiment de simplifier la collaboration, le workflow avec le système de commentaires, de l'interface qui est juste magnifique, ce qui offre vraiment une très bonne expérience pour les développeurs et même pour les non-développeurs en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et clairement, s'ils avaient mis un paywall pour tous les projets, pour toutes les personnes, je pense, et la majorité des gens pensent, que GitHub ne serait pas là aujourd'hui. Chris, à cette époque, raconte: à ce moment, on réalise que GitHub peut probablement faire plus que amortir les coûts. Ça peut être un vrai business. On décide de continuer à offrir une infinité de repositories publics totalement gratuitement, mais on charge les repositories privés. En d'autres termes, on demande de l'argent aux personnes qui veulent nous en donner. En 2009, GitHub commence à être une star. Il passe dans la conférence de Yahoo et annonce 90 000 repositories. Ce qui est incroyable, c'est que le budget marketing de GitHub, c'est 0 €. En fait, leur seule acquisition, c'est que les développeurs aimaient tellement GitHub qu'ils allaient proposer à leur entreprise de l'utiliser, et pas à pas, GitHub s'imposait comme un vrai leader qui avait de plus en plus de clients, tout ça sans faire de marketing. GitHub résolvait un problème tellement gros que personne d'autre résolvait qu'en fait c'était la seule solution disponible sur le marché, et en plus c'était le boom de la Silicon Valley, etc. De plus en plus de projets tech et de plus en plus d'entreprises et de sites web migrent sur GitHub. Mais il y a autre chose que GitHub a fait et qui a changé beaucoup de choses. Une des choses qui a tout changé, c'est la partie sociale. On peut vraiment dire que GitHub, c'est un réseau social. Il y a moyen de t'abonner à un profil, de voir les repositories de quelqu'un, de voir les contributions qu'il a fait, de voir ses potentiels commentaires, ses posts, ses discussions. On peut aussi s'abonner à des repositories pour pouvoir suivre leurs modifications, etc. Il y a un fil d'actualité qui te montre les dernières nouveautés. Donc on est vraiment sur, comme ils l'ont appelé, le Facebook des développeurs. Et il y a un truc encore mieux. Tu peux montrer les contributions que tu fais au projet open source, tu peux prouver ce que tu sais faire en partageant ton profil GitHub au lieu d'un CV ou d'une lettre de motivation. Tu vas pouvoir prouver ce que tu sais faire en tant que développeur avec ton profil de réseau social GitHub. Ce qui en fait le site de référence pour voir ce qu'un développeur a fait. Ce qui crée encore une fois un effet boule de neige où tu sais que ton collègue il a un meilleur GitHub que toi, donc toi tu as aussi envie d'avoir un beau GitHub, donc tu vas sur GitHub, etc. etc. Et c'est pas seulement évidemment bénéfique pour les développeurs qui peuvent montrer leurs compétences, mais aussi et surtout pour les recruteurs qui peuvent facilement savoir ce qu'un développeur vaut sans avoir besoin de faire de tests techniques, etc. Il y avait un tweet assez marquant: GitHub est plus important que ton CV et ton LinkedIn. Et ça, évidemment, c'est super vrai pour les Américains, les Français sont encore un peu vieux au jeu, mais ne t'inquiète pas, dans quelques années ça changera. Et c'est pour ça qu'en plus des projets open source, ils ont réussi à faire en sorte que la majorité des développeurs soient présents sur GitHub, et ce qui crée plus de projets d'entreprise, etc. et fait boule de neige. Mais maintenant, il va falloir gagner de l'argent. En 2010, pour gagner plus d'argent, GitHub devait être l'outil de référence pour toutes les entreprises qui avaient du code. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti une feature assez cool qui est l'organization. De base, uniquement les individus, les utilisateurs pouvaient avoir des repositories publics ou privés et ils pouvaient ajouter des collaborateurs. Mais cette fois, on peut créer des entités morales, une organization directement sur GitHub qui va permettre de créer des repositories qui n'appartiennent pas à Melvin, mais plutôt directement à Microsoft, à Google, à Apple, etc. Ce qui a attiré encore plus d'entreprises, ça fait de GitHub l'outil le plus utilisé bien loin devant tous les concurrents. Et tout ça sans aucun investisseur. GitHub devenait un monstre. Jusqu'au jour où
Maintenant, GitHub, il faut savoir qu'ils sont imposés dans le marché US. Mais ils en ont marre, ils ont envie de s'expandre dans le monde entier. En 2012, la question, c'est plus de savoir si tu utilises GitHub, mais qu'est-ce que tu fais avec en Amérique? Ce que GitHub avait vraiment besoin, c'était de scale encore plus. En février 2012, ils prennent un tournant en levant 100 millions de dollars de la part d'Andreessen Horowitz. Avec ces 100 millions de dollars, leur stratégie, c'est de faire GitHub Everywhere. Ils veulent que les individus, les petites entreprises, les grosses entreprises, les énormes GAFA et n'importe qui sur cette terre qui veut créer une application utilise GitHub pour mettre son code. Et avec cette levée de fonds, GitHub allait pouvoir mettre le paquet sur tout le marketing et toute l'acquisition des utilisateurs grâce à ces 100 millions de dollars. Évidemment, cette nouvelle ne plaît pas du tout à tout le monde. GitHub, qui était une entreprise cool, fondée par deux développeurs fun, qui avaient envie de révolutionner, aider les développeurs, commence à devenir une entreprise sérieuse, qui lève des fonds, qui a des investisseurs, qui a des devoirs, qui doit faire de l'argent, qui a des employés, qui commence à devoir un peu se pervertir pour une partie de la population. Du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont trahis par GitHub, leur petite entreprise qui permettait de déployer leur code, et ils commencent à se dire GitHub prend un tournant pas top là. Donc évidemment, ils ont plein de remarques sur LinkedIn, sur Twitter, sur Reddit en disant mais c'est n'importe quoi, 100 millions de c'est qui Andreessen Horowitz? Et évidemment, de toute façon, c'est leur stratégie, donc ils vont continuer. Et avoir de l'argent, c'est quand même mieux pour réussir à aller de l'avant. On peut dire que leur stratégie porte ses fruits parce que GitHub passe de 709 000 repositories en 2011 à 2 105 000, soit plus du double en 2012. Ce qui fait une des années les meilleures pour GitHub. Et tout ça, jusqu'en 2011, ils l'avaient fait sans open source, en étant juste deux gars qui ont créé un empire. Ils avaient refusé tous les investissements jusqu'à maintenant pour une seule raison, ils en avaient pas besoin. Le marketing se faisait tout seul, l'acquisition se faisait tout seul et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ce qui permettait à GitHub d'être super libre et de pouvoir faire ce qu'il voulait. Au bout d'un moment, si tu as envie de scale, si tu as envie d'aller au Japon, dans le monde entier, et ben il te faut beaucoup d'argent pour créer des bureaux, pour engager des personnes partout autour du monde et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Voici ce que Tom raconte lors du rachat. Notre compagnie a été profitable pendant des années. Elle a grandi super rapidement et elle n'avait pas besoin d'argent. Alors, pourquoi s'embêter? Parce qu'on a envie de faire mieux. On a envie de créer des meilleurs produits qui résolvent des problèmes plus compliqués. On a envie de rendre la vie plus facile pour plus de personnes. L'expérience et les ressources de Andreessen Horowitz vont nous aider à faire ça. Le but de cet investissement, évidemment, en plus d'être plus gentil, etc., c'est vraiment de scale et d'atteindre encore plus de profits et plus de personnes pour que toutes les entreprises se mettent à GitHub avec ce fameux GitHub Everywhere. Et en 2013, leur stratégie porte ses fruits. La majorité des entreprises de la Silicon Valley utilisent GitHub comme Twitter, Facebook, Adobe, Google, Dropbox. Facebook possède 102 repositories, Mozilla en possède 687, c'est juste énorme sur la plateforme. Et en 2014, ils sortent le GitHub Student Pack, ce qui fait qu'ils attirent carrément tous les étudiants dès le départ de manière totalement gratuite à avoir GitHub Pro pour pouvoir avoir des repositories privés et à avoir plein d'abonnements sur plein d'outils, donc encore une fois, GitHub Everywhere. À la fin 2012, GitHub possède plus de 2,8 millions de développeurs et 4,6 millions de repositories. 3 développeurs sur 20 dans le monde entier utilisent GitHub, en sachant qu'ils sont principalement localisés en Amérique. C'était la plateforme la plus utilisée par les développeurs et c'était le Facebook des développeurs, comme j'ai pu le dire. Et GitHub n'était pas juste fait pour les développeurs, parce qu'il commence à être utilisé pour beaucoup de choses, tout ce qui touche à la collaboration et aux données publiques. Notamment, la Maison Blanche sort le 9 mai 2013 un Open Data Policy of United States directement sur GitHub. Il faut aller encore plus loin et toucher le monde entier. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. GitHub devient un mastodonte. Pas que aux US, mais dans le monde entier. Et plus tu es gros, plus tu es attirant. Ils reçoivent une première attaque de DDoS de la part de la Chine qui heureusement ne down que 2 repositories sur leur application. Ils veulent du coup aller dominer la Chine, j'imagine, ou je sais pas, ils veulent dominer le monde entier, GitHub Everywhere. Et GitHub lève une série B pour 250 millions de dollars, ce qui fait que GitHub est valorisé à 2 milliards de dollars à cette époque. Et cet investissement, il va permettre à GitHub de s'expandre et leur premier bureau va être au Japon. Et c'est une super idée stratégique parce qu'au Japon, il y a beaucoup d'entreprises cool comme Nintendo,
Sony, Rakuten, qui sont vraiment des entreprises mondiales qui vont rapporter beaucoup d'argent. GitHub continue d'exploser au rythme de 10 000 utilisateurs par jour de travail, même si certains concurrents à cette époque sortent comme Bitbucket et GitLab, le projet open source concurrent à GitHub. Ils prennent un peu de part du marché, mais on est quand même très loin de la domination de GitHub, on va pas se mentir. Parce qu'en 2015, GitHub fait un revenu annuel de 90 millions de dollars. Et il y a 50% de cet argent qui vient justement des plans entreprises et 50% qui vient des plans personnels, parce qu'il y a ce fameux abonnement GitHub Pro qui permet en tant qu'individu d'avoir des repositories personnels. Puis en 2018, tout le monde attend de savoir ce que GitHub compte faire. Et la réponse fut étonnante et en déçut plus d'un. GitHub est racheté par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars. Ce qui est juste énorme! Pour te dire d'ailleurs, j'étais là pendant le rachat, voilà, ça c'est la petite photo de famille, 7,5 milliards. Voilà, c'est assez sympa, c'est une bonne ambiance. Mais évidemment, cette nouvelle, déjà que lever 100 millions de dollars, c'était pas cool, un rachat par une des GAFAM, une des plus détestées sûrement du monde, comme toutes les GAFAM, ça a juste fait exploser Twitter, Reddit, avec plein de posts de gens qui disent « Non mais c'est n'importe quoi, je vais tout de suite migrer sur GitLab ou sur Bitbucket, je peux pas accepter ça ». Un énorme drama évidemment, et c'est toujours le cas à chaque rachat, de toute façon il y a des gens pas contents. Cette fois c'est vraiment quand même assez virulent, et il y a pas mal de personnes qui migrent sur GitLab ou Bitbucket avant que la méchante GAFAM prenne le contrôle de GitHub. Mais le futur nous l'a prouvé, ce rachat a juste été extrêmement bénéfique et a pas eu beaucoup d'incidences négatives sur le produit. GitLab et Bitbucket ont dû avoir un petit boom de users, mais ça reste rien par rapport à la position de leader que GitHub a réussi à avoir. Pour Microsoft, avoir GitHub permet d'avoir le réseau social des développeurs et de pouvoir dominer ce marché et de pouvoir ensuite proposer des applications, proposer des super outils. Et on l'a vu, franchement, ils ont tenu la promesse. Déjà, grâce à ce rachat, maintenant, même en tant qu'utilisateur gratuit, tu vas pouvoir avoir des repositories privés. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, ils ont créé GitHub Copilot, GitHub Codespace, GitHub Project, GitHub Action et plein de choses qui ont rendu la vie des développeurs plus agréable. Alors certes, évidemment, tu dois payer, ça doit être financé, mais en tant que indie hacker ou petit projet, petite startup, tu peux utiliser tous ces outils gratuitement et les free plans de GitHub sont vraiment super abordables. En 2023, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs qui utilisent GitHub. C'est une entreprise innovante qui propose des outils très utilisés et qui va continuer à prospérer dans les prochaines années. GitHub nous a appris beaucoup de choses dans cette vidéo et avant de continuer, j'ai mis du budget dans cette vidéo, tu l'as vu. J'ai un super micro, ça m'a coûté de l'argent, donc n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager à tes collègues. J'espère avoir fait un bon travail et si c'est le cas, commente, like, ça m'aiderait énormément. On peut ressortir 3 petites leçons que GitHub nous a appris et que tu peux appliquer. Déjà, trouve un gros problème à résoudre. Leur problème, il était juste immense et tout le monde l'avait. Donc évidemment, quand ils l'ont lancé, ça a juste marché. 2, ne t'arrête jamais d'innover. C'est pas parce que tu as déjà un produit qui est là qu'il faut arrêter. Essaie toujours de trouver des trucs plus utiles, mieux, qui vont attirer de plus en plus de personnes parce que tu vas avoir un éventail d'outils plus grand. 3, pas forcément besoin d'investisseurs. Moi, je suis dans la communauté Indie Hacking et je suis vraiment en mode pas besoin d'investisseurs. Tu peux créer ton projet toi-même dans ton coin en 3 semaines, le publier sur Internet et c'est ça la magie d'Internet. Conclusion, merci beaucoup à Hilton Saha, le co-founder de Nira qui m'a énormément aidé grâce à son article que je mets dans la description qui est très intéressant. J'en ai fait un résumé en français en rajoutant des informations et en modifiant tout ça. Merci à ma monteuse qui a fait un travail incroyable. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour la remercier. Et merci aussi à ChatGPT et Google Bard qui permettent de facilement trouver les informations sans avoir besoin de passer des heures à fouiller Google. N'hésite pas encore une fois à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker, ça m'aide énormément, ça me ferait très plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si t'aimes ce genre de vidéo, j'essaierai d'en refaire. Ça demande beaucoup de travail, mais voilà, si vous êtes assez puissant, j'en ferai. On se retrouve très bientôt. Ciao.